merci Virginie pour ton intervention aujourd'hui pour les rebondisseurs français. Est-ce que tu peux, tu es là pour nous parler en fait de ton expérience en tant que sportif de haut niveau et de comment tu as un peu, comment ça t'a aidé à rebondir en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as retiré? Quels conseils tu pourrais nous donner? Est-ce que tu peux, pour commencer, peut-être te présenter un peu en tant que sportif d'une part et puis qu'entrepreneur d'autre part? Oui, bien sûr. Déjà, donc, merci Anne-Flore pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Et puis, merci à celles qui sont là pour y assister. C'est chouette. Du coup, oui, donc, moi, on s'était rencontrés il y a 2 ans. Donc, je vis en Auvergne-Rhône-Alpes, à Chambéry plus précisément. Et donc, j'ai fait beaucoup d'aviron, donc le sport avec les rames sur l'eau. Et donc, effectivement, j'ai été sportive de haut niveau dans cette discipline avec plusieurs titres de championne de France, plusieurs sélections en équipe de France, quelques médailles aussi internationales. Donc voilà, pas de titre olympique, mais de quoi quand même avoir une vie sportive assez garnie et surtout un rythme, une dynamique de sport de haut niveau, quoi. Voilà, on s'entraîne 2 fois par jour ou avec la pression des entraînements, des compétitions et un peu d'effort, quoi. Et ensuite, j'ai été cadre pour la Fédération d'aviron, donc formatrice et entraîneur auprès des jeunes, des équipes de France juniors aussi. Donc voilà, donc sur la partie aussi encore un peu de haut niveau, mais côté entraîneur, pendant 6 ans. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire un break. Je suis partie en Australie pendant 4 ans, faire complètement autre chose et notamment me former aussi auprès des anglo-saxons sur tout ce qui était comportement humain, stratégie de performance et état d'esprit en fait du haut niveau. J'ai trouvé que dans le sport, les anglo-saxons ont une approche du sport et de la performance et de l'échec, on va en parler, assez différente de la nôtre. Et c'est vrai que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai été attirée par ce pays-là. Donc, j'y suis allée, je suis restée 4 ans. Et puis, quand je suis revenue, donc, il y a 2 ans, je me suis mis donc à mon compte. Et aujourd'hui, j'accompagne. Donc, j'ai fondé Mindset et Performance et j'accompagne les sportifs. Beaucoup de sportives, quelques entrepreneurs et cadres managers dans des entreprises aussi, à justement allier performance, donc résultats et bien-être dans leur pratique ou dans leur entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Très clair. Et alors, est-ce que pour commencer, on va voir la partie un peu sport de haut niveau, puis on glissera doucement sur ton expérience d'entrepreneur aussi aujourd'hui. En tant que sportif de haut niveau, donc on l'imagine plus souvent d'ailleurs, souvent dans le sport de haut niveau que dans l'entrepreneuriat, mais comment tu vivais l'échec? Parce qu'on sait qu'on y est confronté forcément. Comment tu le vivais? Comment tu t'y préparais pour bien le vivre justement? Ouais, alors bien vivre l'échec, j'ai vite compris que c'était pas forcément un objectif à se fixer, mais on y reviendra après. mais par contre, ouais, il en fait partie. En fait, au tout début, c'était assez facile. Je le vivais très bien parce que j'étais convaincue que de toute façon, j'arriverais pas à faire du haut niveau. Donc, si je gagnais, c'était un exploit. Si je gagnais pas, c'était normal. Par contre, en fait, je m'entraînais beaucoup et on travaillait beaucoup. Puis forcément, à un moment, est venu le moment où je commençais à avoir des résultats. Et c'est à ce moment-là où, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais avoir des résultats, ou que j'en avais eu, notamment chez les juniors. Je suis sélectionnée en équipe de France, on gagne la Coupe d'Europe. Moi, c'était génial, c'est super. Mais du coup, l'année d'après, quand on a été un peu haut, l'année d'après, on a peur de perdre, ou tout ce qu'on ne gagne pas devient un échec, en fait. Et c'est à partir de là que du coup, ça a été beaucoup plus compliqué avec l'échec, en fait. Et, euh, et pendant plusieurs années, je ne l'ai pas bien vécu, au sens où j'en ai enchaîné plusieurs, et jusqu'à me poser sérieusement la question de est-ce qu'il faut continuer ou pas, quoi, parce qu'on organise toute sa vie là-dedans, un petit peu comme l'entrepreneuriat. On tente, on travaille, et puis ça passe pas. Et je me souviens, alors c'est pour faire un peu peut-être le déclic en fait. Donc j'ai eu deux années de suite où toute l'année se passe très bien, j'ai les résultats et tout ce qu'il faut. Et le jour des sélections pour les équipes de France, je me loupe, clairement, échec, contre-performance, comme on aime bien l'appeler chez les sportifs. Bon, une année, on rebondit sur l'année d'après, même chose. 2 années de suite, ça commence à peser vraiment.
Et là, j'ai mon entraîneur qui vient me voir et qui me dit, tu sais, le seul moyen d'être incontestable, c'est d'être la meilleure. Il ne faut pas que tu vises d'être en équipe de France, il faut que tu cherches à être la meilleure. Et en fait, bon, ça aurait pu un peu m'anéantir, à me dire, en fait, je ne serai jamais la meilleure, donc ça ne marche pas. Ou alors, au contraire, me rebooster, quoi. Et j'ai compris, en fait, que c'était vraiment sur l'état d'esprit. Si on veut, enfin, la différence entre les bons sportifs et les très bons, c'est justement ceux qui arrivent en étant les meilleurs. En fait, la différence, c'est qu'on sait que pour être le meilleur, il va falloir avoir des échecs, il va falloir prendre des risques, en fait. Et qui dit prise de risque, dit forcément, parfois ça passe et parfois ça casse. Et la différence, justement, entre ceux qui sont très bons et ceux qui sont juste bons, entre guillemets, c'est justement cette relation, en fait, à l'échec et à la prise de risque. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que, du coup, j'ai appris à ce moment-là et qui me sert énormément dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, quoi. Et ouais, si on veut faire marcher quelque chose, bah, il faut s'attendre à ce que ça passe par des échecs. Et l'échec fait partie, en fait, de la réussite d'un projet sportif. Et je me rends compte aussi que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, quoi. Et est-ce que tu trouves que est-ce que tu as trouvé des moyens de te préparer, on va dire, un petit peu à l'échec, ou on n'y est jamais vraiment préparé et que c'est juste un état d'esprit finalement de se dire que ça doit nous permettre, que c'est une case obligatoire, on va dire, pour arriver au succès? Ouais, alors, ouais, on s'y prépare, je m'y prépare forcément, m'y prépare sans s'y préparer. La première, c'est effectivement la partie de l'état d'esprit, c'est de savoir que ça va arriver et que ce n'est pas une finalité, ça fait partie du chemin, tout simplement, quoi. Donc, il ne faut pas être surpris ou chercher à forcément l'éviter. Par contre, ça ne veut pas dire que j'aime l'échec, ça ne veut pas dire que je cherche à avoir des échecs, qu'on soit bien d'accord. Et c'est vrai que du coup, moi, pour m'y préparer, en tout cas sur les plans sportifs, déjà, on fait en sorte de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Donc, notamment en pensant aussi à moyen et à long terme. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher à moyen et à long terme? Parce que j'aime bien cette métaphore-là, un échec, c'est toujours du court terme. Que ce soit un sportif et il se loupe sur une compétition, ça ne veut pas dire que sa carrière est ruinée. Un entrepreneur qui lance un produit et ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que sa vie d'entrepreneur est complètement ruinée. Par contre, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est au pied du mur et on s'est investi et on se prend un mur en pleine face. Je pense que vous comprenez l'expression, quoi. Du coup, à court terme, c'est un échec et ça fait mal. Et par contre, si on regarde à moyen terme, c'est-à-dire que voilà, ça c'est mon échec. Si je l'éloigne un peu, déjà, je peux voir un peu quelles sont les perspectives qu'il y a après. Et si je le mets à encore plus long terme, je vois tout le chemin parcouru. Et ça, en sport, c'est quelque chose que du coup, j'avais appris à faire, à plus voir simplement le résultat juste de la compétition, mais à me fixer des objectifs sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Et c'est là où je reviens sur, OK, si en fait, je veux juste pas être championne de France, je veux être la meilleure, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner régulièrement, ça veut dire avoir l'état d'esprit d'une championne, ça veut dire avoir l'hygiène de vie. Et en fait, c'est un tout comme ça. Et quand on fait au quotidien tout ce qui va avec, quand il y a des petites choses qui lâchent, ça passe beaucoup mieux. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, ouais, c'était vraiment ouais, après, je peux vous partager aussi ce que je faisais et ce que je fais aussi maintenant avec les sportifs quand il y a échec pour justement rebondir, mais ça, je le gardais peut-être un peu plus sur la méthode, entre guillemets, à la fin. Mais ouais, dans la préparation, c'est relativisé par rapport au long terme. Et si j'échoue là, qu'est-ce que ça m'apporte pour la suite? Oui. Donc, en fait, il faut remettre temporellement, il faut changer un peu d'échelle, quoi, déjà, pour se permettre de prendre du recul. Okay. C'est ça, c'est en fait, voilà, je me mets à fond dans le projet que j'ai là. Je fais tout pour qu'il marche? Et il a toujours la question, OK, et si ça ne marche pas, je fais quoi? Et cette question-là, elle est extrêmement importante. Et même avec des sportifs, ça fait partie des questions que je pose maintenant, mais avec des sportifs de très haut niveau.
Si demain tout s'arrête parce qu'il y a une blessure, parce que Covid et pas de Jeux Olympiques ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais? Et c'est une question qui est très difficile à répondre, mais qui est fondamentale. Et celle-ci, ouais, moi, c'était vraiment celle à laquelle, du coup, je m'étais préparée, que j'avais tout le temps. Et en fait, l'événement, du coup, devient quelque chose où on a presque un peu tout à gagner parce qu'on sait que si jamais ça passe pas, je sais tout ce que a pu m'apporter le sport, je sais sur quoi je peux rebondir. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, quoi. En fait, on rebondit plus facilement quand on sait vers où rebondir en amont, quoi. C'est ça. Il y a ça, et après, bon, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus subtil, mais que j'ai appris à faire aussi et qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est à ne pas s'identifier à ces résultats. Au sens où je suis entrepreneur et si j'ai un échec ou un produit qui ne fonctionne pas, un client qui est mécontent, ça ne veut pas dire que je suis nul. Ça veut dire que peut-être j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas nul. Et ça, c'est important aussi dans le sport aussi. J'ai fait une contre-performance, mais je suis une sportive de haut niveau, donc je vais rebondir. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Ok, je viens de subir un échec, mais je suis un entrepreneur avec des convictions, donc je vais rebondir. Ok. Et au niveau de la réaction aussi des personnes qui t'entouraient, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence quand on échoue en tant que sportif ou quand on échoue en tant qu'entrepreneur? Est-ce que dans l'entourage, tu remarques des réactions différentes? Est-ce qu'il y en a un qui est plus accepté que l'autre, entre guillemets? Ouais, moi, c'était plus là-dessus. En fait, bon, j'ai la chance d'être assez soutenue. Mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué que dans le sport, voilà, de l'extérieur, parce que de l'intérieur, c'est pas toujours le regard qu'on a, on n'a pas envie d'échouer, mais de l'extérieur, j'ai remarqué que c'était, entre guillemets, bien vu. Dans l'image d'un sportif de haut niveau, on sait qu'il y a des échecs, on sait qu'il peut y avoir des blessures. En gros, on sait qu'il peut y avoir des hauts et des bas et qu'un sportif se relève. Donc, quand il y a un échec, généralement, voilà, on est assez soutenu, on est encouragé à rebondir. Et dans l'entrepreneuriat, pas toujours. Enfin, j'ai l'impression cette partie-là de l'échec qui est nécessaire pour réussir, elle est un peu moins, ouais, je dirais cette image-là est Valorisé. moins répandue et pour le coup, surtout en France, quoi. Enfin, c'est pas grave, c'est un constat que je fais, mais j'ai remarqué que les anglo-saxons sont beaucoup plus dans cet état d'esprit-là de, OK, quand il y a échec, eh ben, tu vas voir d'autres gens qui ont échoué comme toi et vous allez rebondir ensemble. Et ça fait partie du jeu, quoi. Et chez nous, en France, c'est vrai que j'ai l'impression que parfois, ça fait presque un peu tabou. Déjà, on dit entrepreneur, oula, c'est dangereux. Et tu vois, tu t'es loupé, c'était dangereux, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Après, personnellement, j'ai la chance d'avoir des proches qui me soutiennent là-dedans. Mais je pense que c'est extrêmement important, justement, du coup, d'être bien entouré quand on est entrepreneur. Parce qu'un échec, on ne va pas le crier sur tous les toits. On ne va pas faire un Facebook Live pour dire à tous ses clients qu'on s'est trompé. Par contre, on a besoin de le partager avec des gens qui nous soutiennent et puis, justement, de pouvoir faire le travail pour rebondir, quoi. Ok. Et alors, donc, tu as ton expérience d'une part de sportive de haut niveau. Aujourd'hui, en plus, tu es préparatrice mentale certifiée pour aider les sportifs, notamment à atteindre de leurs performances, voilà, être les plus performants possibles. Donc, avoir un mindset qui est axé sur la réussite, on va dire. Est-ce qu'avec tout ça, quels sont les meilleurs conseils justement que tu peux nous donner pour que, en tant qu'entrepreneur, on puisse rebondir plus facilement et puis mieux vivre les petits déboires? Ouais, après, bon, il y a déjà le résumé un peu de ce que je viens de dire, mais les grands principes, c'est déjà que l'échec fait partie du chemin, en fait, du chemin du succès d'une entreprise. Et donc, voilà, il faut être réaliste. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est un style de vie. Puis surtout, si on est un entrepreneur convaincu avec des idées, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas à nos idées. Il faut s'attendre à avoir des non. Il faut s'attendre à parfois être mal compris, voire incompris, et à avoir des challenges, quoi. Donc, je pense qu'il faut être réaliste par rapport à ça. L'échec fait partie de la vie d'un entrepreneur. Pas se lancer dans l'entrepreneuriat si on n'a pas envie d'échouer. Donc, pas chercher à éviter l'échec. Par contre, se poser les bonnes questions pour réussir. Et sur le chemin de la réussite, il y aura des échecs. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment le premier principe.
Le deuxième, ça rejoint aussi ce que je disais, c'est vraiment d'avoir aussi une vision à moyen et à long terme pour que justement les obstacles et les échecs du moment puissent servir la suite et qu'on puisse voir plus loin que ça. La troisième, c'est de s'entourer. Et ça, bon, je le dis aux sportifs, et c'est extrêmement important d'avoir autour de soi des entrepreneurs qui sont passés qui ont réussi. Et un entrepreneur qui a réussi vous dira toujours, s'il est juste honnête, qu'il a forcément connu des échecs, quoi. Mais c'est important de l'entendre de la bouche d'un entrepreneur. Moi, je vois, dans ma famille, je n'ai pas d'entrepreneurs autour de moi, alors ils me soutiennent, mais parfois, je vois bien que je ne me sens pas comprise. Je suis très soutenue, mais pas comprise. Et je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui non seulement comprennent, soutiennent et ont vécu la même chose, quoi. Donc, ça, c'est fondamental, et c'est pour ça que je trouve que les clubs rebonds et les rebondisseurs français, pour moi, c'est complètement ça, hein. Donc, c'est extrêmement important. Et après, là, pour le coup, plus sur la méthode, entre guillemets, moi, celle que j'utilise avec les sportifs et que j'utilise aussi dans mon entreprise et avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est quand il y a un échec, comment du coup réagir et rebondir. Et là, la première étape, c'est déjà de valider l'échec et la déception, la frustration, la colère qui y est forcément associée. Faut bien comprendre que voilà, si je m'investis à fond dans un projet, j'ai mis du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent. Si ça ne passe pas, c'est normal d'être affecté. Si je ne suis pas affecté, ça veut dire que ce n'est pas important, quoi. Donc, c'est valider cette étape-là c'est normal d'être triste, c'est normal d'échouer, c'est normal et c'est normal d'être triste d'échouer. Il ne faut pas tout de suite dire ah, mais moi je m'en fiche et voir le positif et tout. Enfin, pas nier l'échec en fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose, et même avec les sportifs et tout, l'échec, c'est pas quelque chose de négatif, quoi. Donc, faut pas chercher à le nier. Puis voilà, ok, j'ai échoué et Superman n'existe pas, comme j'ai envie de dire. Ceux qui sont parfaits, qui font jamais d'erreur, ne vont jamais bien loin. Donc déjà, c'est valider, valider qu'il y a eu échec pour pouvoir du coup regarder la réalité en face. Et la deuxième partie ou deuxième chose, c'est ensuite de dire, ok, dans cet échec-là, de quoi est-ce que je suis responsable et de quoi est-ce que je ne suis pas responsable? C'est-à-dire responsable au sens quelles sont les choses que je peux contrôler, quelles sont les choses que je ne peux pas ou que je ne pouvais pas contrôler. Moi, si on prend un exemple assez récent sur la crise du Covid, c'est un exercice que j'ai beaucoup fait pour moi et pour les personnes que j'accompagne. La crise sanitaire, on n'en est pas forcément responsable. Par contre, le fait que du coup, cette crise-là, elle mette en péril mon entreprise, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que l'entreprise que j'ai créée, elle n'était peut-être pas assez solide. Ça veut peut-être dire que j'avais pas prévu ça, alors même si c'était imprévisible, mais c'est vraiment faire tout l'état des lieux de quelles sont les choses que j'aurais pu contrôler et quelles sont les choses que je ne peux pas contrôler. Et décider de mettre le paquet sur du coup, ok, ce que je peux contrôler pour du coup la troisième étape, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas que ça se reproduise. Et donc du coup, voilà, les priorités, qu'est-ce que j'en apprends en fait de ça? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce que je dois développer dans mon entreprise? Et la quatrième, en fait, le quatrième point, c'est un peu le point bonus, mais moi, c'est ce que j'adore faire aussi, c'est vraiment, ok, si cet échec-là, ou si ce que je viens de vivre là, qui est douloureux là maintenant, ça devenait ma plus grosse force pour dans un an, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, tout le temps, moi, si je regarde tous les échecs que j'ai pu avoir, j'en garde toujours du coup maintenant, a posteriori, un très bon. Je suis très à l'aise avec ça et je sais que c'est grâce à ça que j'ai pu avancer. Et donc, ce travail-là, il est vraiment, ok, là tout de suite, c'est compliqué, mais si je décide de transformer ça pour en faire ma meilleure force pour dans un an, un moyen terme, comment est-ce que je décide de rebondir, quoi? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. On peut prendre un exemple, hein, sinon, mais c'est vraiment ça, c'est valider, voir qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler, qu'est-ce que du coup j'en apprends pour rebâtir ou pour rebondir
plus fort. Et si en plus, derrière, voilà, si grâce à ça, dans un an, mon entreprise, elle est encore meilleure et moi, je me sens encore mieux, qu'est-ce que je décide de faire de cet échec? Ok, non, les 4 étapes sont très claires. Donc finalement, si j'essaye de résumer un petit peu tout ce que tu nous dis, c'est déjà être dans le bon état d'esprit, dans le sens, on sait que ça va arriver et c'est pas grave. Quand ça arrive, on doit le valider, c'est ok, voilà, il faut vivre avec. Et puis prendre de la distance aussi dans le temps, en se disant, c'est une étape, mais qu'est-ce que je vise à moyen terme, qu'est-ce que je vise à long terme pour pouvoir sortir un petit peu de cet état actuel qui n'est pas forcément agréable à vivre. Et puis de voir, voilà, justement, comme tu viens de le rappeler, ce dont on est responsable ou pas, pour voir ce qu'on peut mettre en place dans l'immédiat pour qu'on en tire finalement des conséquences positives et qu'on ne reste pas dans le négatif, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça. En fait, on dit souvent que, voilà, effectivement, l'échec fait partie de la réussite et il faut rebondir. Mais je pense que la clé, c'est vraiment cette question cette notion, en fait, de responsabilité qui peut faire peur, mais qui pour moi est un pouvoir énorme. C'est de dire, OK, il y a des choses que je ne pouvais pas contrôler, valider le fait que c'est malheureux cet échec et que j'ai le droit d'être triste et que ce n'est pas ce que je veux. Et du coup, arriver à dire, OK, la partie que je peux contrôler, qu'est-ce que je décide d'en faire et je décide d'en apprendre quelque chose. J'ai vraiment que cet échec-là, il me serve. Et dans ce cas, l'échec, c'est une des meilleures choses qui puissent nous arriver. Pas la plus agréable. Le but, c'est toujours pas d'aimer l'échec. Mais justement, à moyen et long terme, ça devient le plus gros levier, en fait, pour apprendre des choses plus rapidement. À condition de faire, voilà, d'oser regarder la chose en face et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler, quoi. Et si tu prenais un exemple pour le fameux 4e point, sans forcément citer quelqu'un, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que c'est trouver ce qui peut devenir une force par la suite, c'est pas forcément évident parce qu'on est dans l'analyse, on peut se noyer dans pas mal de détails. Ça pourrait être quoi, par exemple, sur un cas concret que tu as vu ou toi que tu as vécu? Ouais, après, tu vois, par exemple, sur le dernier gros cas, ça a été, par exemple, la crise du Covid, où moi, bon, comme je l'expliquais à Anne-Flore, pardon, excuse-moi, avant qu'on se connecte, au moment où ils ont annoncé le confinement, moi, ça faisait 5-6 mois que j'étais revenue en France et que je m'étais lancée dans l'entreprise. Donc, en fait, j'avais juste eu le temps de faire un petit peu de réseautage et d'avoir mes premiers clients et d'avoir du coup des séminaires avec des entreprises prévus sur avril, mai, juin. Donc, ça faisait 5-6 mois que je n'avais pas encore beaucoup de revenus, mais par contre, sur les 3-4 mois qui arrivaient, j'avais de quoi, en tout cas, vivre pendant plus d'un an sur les 3 mois qui arrivaient. Sauf que le Covid arrive, tout est annulé. Donc, les 8 mois de chiffre d'affaires qui tombent à l'eau. Sur le coup, clairement, ça fait déjà, ça affiche un coup, c'est normal. Donc, j'ai fait ce travail-là aussi de voilà, qu'est-ce que j'aurais pu contrôler, qu'est-ce que je ne peux pas. Comment je fais pour éviter que ça se reproduise et derrière, OK, si ça devait devenir ma plus grosse force, aujourd'hui, je sais que je me dis qu'une crise comme ça, il y en aura peut-être d'autres, mais quelque part, j'ai eu la chance de l'avoir sur le début de mon entreprise parce qu'en fait, ça me permet du coup d'avoir des fondations tellement béton que sur tout ce qui va venir pour la suite, je sais que si je rebondis après ça, je pourrais à peu près rebondir après tout. Et donc, en fait, j'ai aussi ce truc-là de me dire, mais en fait, pour le coup, j'ai plus peur d'échouer. Et en fait, ça fait partie des choses. Du coup, je me rends compte que les projets que j'ai actuellement sont beaucoup plus audacieux et ambitieux que ce que j'avais prévu en fait quand j'ai démarré mon entreprise. Et ça, c'est grâce au Covid, où du coup, j'ai été obligée j'ai fait le choix du coup de me recentrer sur quelque chose et d'oser aller lancer des projets qui sont à hauteur plus nationale, plus internationale même, chose que j'aurais jamais faite avant.